Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'affaire de Dr Dile Isimoua, parlons-en encore. La direction générale de l'hôpital national de Niamey a rompu le contrat de Dr Dile. Une décision qui suscite des débats sur la toile et qui a suscité aussi la réaction de l'acteur de la société civile, Alhaji Idi Abdou. Le reportage est signé Ariad Salah. L'extension du contrat de Dr Dile Isimoua, chirurgien oncologue avec l'hôpital national de Niamey, a choqué plus d'un Nigérien, à l'exemple de l'acteur de la société civile Alhaji Idi Abdou, qui dénonce à cet acte qui prouve à suffisance que la santé de pauvres citoyens est le dernier des soucis des autorités nigériennes. Maintenant, elle est partie, ça veut dire son collègue là va se retrouver débordé et finalement, les pauvres ne peuvent plus avoir accès à ce service. Cette femme-là est une lanceuse d'alarme et elle devrait être protégée. À travers la révocation ou à travers la remise en cause de la convention qui lie Dr Dile à l'hôpital, en fait, c'est une façon de transmettre un message aux fonctionnaires que faites attention, même si à la ligne verte, si vous dénoncez, on va vous révoquer. Au lieu qu'elle soit récompensée, au lieu qu'elle soit promise. Non, on remet en cause, c'est une convention elle était en disponibilité. Donc ça veut dire que du fait qu'elle ait dénoncé cette mafia-là, comme le Niger se résume à des personnes, les jeunes ne voient que leur intérêt. Donc du fait de leur intérêt, ils peuvent piétiner l'intérêt du peuple. Parce que l'intérêt du peuple, c'est que les citoyens puissent être consultés et soignés par cette dame-là. Non, on s'en fout des citoyens, ils n'ont qu'à mourir s'ils veulent. Mais les gens estiment qu'elle les a dénoncés, ils doivent lui régler le compte et lui régler le compte. Comme on n'est pas capable d'apporter le contradictoire par rapport à ce qu'elle a dit, on a usé de sa position pour lui régler des comptes. L'intérêt général de tous, Alhaji Idi Abdou demande l'implication du gouvernement dans cette affaire. J'espère que le ministre de la Santé est interpellé et à travers lui le gouvernement pour que cette dame-là, qui a été formée pour le Niger, pour soigner les Nigériens, pour que cette femme-là puisse revenir et continuer à suivre ses patients et à soigner d'autres qui vont venir parce que il n'y a qu'elle qui peut, ils n'ont accès qu'à elle. L'affaire Dr Dile montre que notre pays est loin de se développer car toutes les pratiques mafieuses et injustes sont bien installées au Niger et ses auteurs et co-auteurs protégés. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé le mercredi dernier un dîner de plaidoyer à l'hôtel Loum de Niamey. Ce dîner à l'intention des parlementaires et autres partenaires du ROTAB vise à faire le plaidoyer pour la rétrocession de 15% sur les redevances minières. Le résumé avec Adam Smana. Différents acteurs intervenant dans les industries extractives au Niger se retrouvent à travers ce cadre pour un plaidoyer sur la rétrocession des 15% des revenus miniers et pétroliers. Occasion pour le président du conseil d'administration du ROTAB de souligner toute l'importance de cette rétrocession. La rétrocession des 15% des redevances minières et pétrolières a été initiée pour appuyer le développement local et permettre aux collectivités territoriales des régions concernées d'atténuer les effets néfastes dû à l'exploitation des ressources naturelles. Cette source de financement additionnel pour les collectivités territoriales doit servir le financement des services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture et l'hydraulique. Mesdames, Messieurs, chers invités, force est de constater que depuis plusieurs années, les versements de ces rétrocessions de 15% ne sont ni effectifs ni réguliers, engendrant des arriérés importants, créant ainsi la méfiance entre les autorités communales et les citoyens. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui vise à faire le plaidoyer auprès de nos honorables députés nationaux pour qu'ils puissent intercéder au niveau du gouvernement en vue d'assurer la régularité de la rétrocession des 15% des recettes minières et pétrolières
et l'appurement des arriérés aux communes des zones d'exploitation et d'exploration minière et pétrolière. Le titre d'objet de ce plaidoyer a été rendu possible grâce à un partenariat fructueux entre le ROTAB et l'ONG suisse Aide, dont le premier responsable pays a fait sa présentation sommaire, ainsi que ses domaines d'intervention, tout en édifiant l'assistance sur leur partenariat avec le ROTAB. Le partenariat entre Suisse Aide et le ROTAB date aujourd'hui d'environ 13 ans. Si ma mémoire est bonne, depuis la création du ROTAB en 2006. Et depuis cette date-là, nous avons effectivement œuvré ensemble dans la droite ligne de la vision et de la mission que le ROTAB s'est fixée, à savoir effectivement faire en sorte qu'il y ait la transparence dans la gestion des industries extractives et les questions budgétaires. Donc, à la faveur de ce partenariat, nous avons élaboré ensemble un projet dans le domaine des industries extractives en 7 phases. Si aujourd'hui notre partenariat avec le ROTAB a duré plus d'une dizaine d'années, c'est tout simplement dû à leur sérieux en matière de gestion. Présents pour la circonstance, les élus nationaux membres du réseau parlementaire pour les industries extractives ont par la voix de leur président donné la garantie d'œuvrer pour le respect de la rétrocession des 15%. À votre nom à tous, permettez-moi d'exprimer une fois de plus notre reconnaissance au ROTAB et à ses partenaires techniques et financiers pour tout le travail abattu et mis gracieusement à notre disposition. À présent, honorable député, nous devrons servir de cette étude comme base de travail pour examiner la question avec les ministères sectoriels concernés, afin non seulement de s'accorder sur les chiffres, mais également œuvrer pour apurement les arriérés et surtout de veiller à la régularité des versements à temps des sommes dues aux collectivités. L'assistance a eu droit à la projection d'un film documentaire réalisé par le ROTAB sur la question de rétrocession sur les recettes minières et pétrolières dans différentes communes du pays. S'en est suivi un débat à travers lequel les uns et les autres ont fait cas de leurs préoccupations. Un volet reportage dans ce journal, l'utilisation du téléphone portable dans les salles de cours, un sujet d'actualité. Les responsables des écoles, les parents d'élèves, à quel niveau se situe la responsabilité? Élément de réponse dans ce reportage de Balkissa Tahirou. Durant ces dernières décennies, on constate une utilisation abusive du téléphone portable par les scolaires, un usage qui n'est pas sans conséquence sur leur formation. Ainsi, pour éviter des perturbations pendant les cours, les établissements scolaires prévoient des dispositions dans le règlement intérieur, interdisant l'usage du téléphone portable sous peine. Le port du téléphone portable par les élèves, aujourd'hui, nous ici au CGIANTALA, il est formellement interdit. Donc, à la rentrée, on lit aux élèves le règlement intérieur. Lorsque nous prenons le règlement intérieur de notre établissement, dans son article 20, n'est-ce pas, il est indiqué que le port du téléphone portable à l'école est formellement interdit. Bon, dans la pratique, en tout cas, si nous surprenons un élève avec un téléphone portable, nous le confisquons. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, nous convoquons le parent de l'enfant pour le tenir informé. Dans notre règlement intérieur, on a dit aux élèves que tout portable confisqué en plein cours doit être rendu le 30 juin, c'est-à-dire vers la fin de l'année. Donc, il est strictement interdit ici, au CSP de Maestro, que pendant le cours, que les élèves font usage de leur portable. Parce que les conséquences sont négatives en ce qui concerne l'usage des portables pendant le cours. Au vu des mesures disciplinaires prévues, les responsables d'établissement lancent un appel au niveau des élèves afin de se conformer aux tests et aux parents d'élèves d'aimer édifier leurs enfants. L'appel que j'ai lancé à l'égard des parents, il faudra qu'ils comprennent, n'est-ce pas? Nous avons des rôles complémentaires à jouer. Si nous, à l'école, nous interdisons le port de portable et que de l'autre côté, les parents encouragent les enfants à utiliser le portable, ça ne va pas marcher. Il faudra qu'on se complète. L'appel que je tiens à lancer aux élèves, vraiment, que quand le professeur est en classe, vraiment d'éteindre leur portable, afin de mieux se concentrer sur ce que l'enseignant est en train de dispenser comme cours.
Espérons que ces apprenants prendront conscience des conséquences que l'usage du téléphone portable pourrait engendrer dans les classes. Il revient aussi aux parents d'élèves de continuer à sensibiliser leurs enfants afin de bannir à jamais ces phénomènes qui gangrènent l'école nigérienne. Un autre volet reportage dans cette édition d'information, notre reporter Roumanotou Hassan s'est intéressé sur les bienfaits de Habat Sauda et les bienfaits de cette graine sur la santé. La Nigel, de son nom scientifique Nigella sativa, aussi appelée Habat Sauda ou cumin noir, est une graine noire aux multiples vertus pour la santé. C'est à partir de cette graine noire que sont tirés divers produits et dérivés. Ça veut dire en arabe la graine noire. Donc c'est une graine qui a la couleur noire. Donc on appelle Habbat al-Sauda ou bien Habbat al-Baraka ou bien on l'appelle Ashuniz. Donc on l'appelle, son nom latin c'est Nigella sativa. Donc c'est une graine qui a beaucoup de vertus et le prophète alayhi salam, il nous a parlé de la graine noire qui veut dire Habat Sauda. Il a dit dans la graine noire il y a le remède pour toute maladie. L'utilisation de ces produits Habat Sauda est d'une grande utilité pour la santé. C'est un produit ou bien je peux dire un médicament qui soigne toutes sortes de maladies. Et scientifiquement, ça a été démontré que Habat Sauda a beaucoup de vertus qui traitent beaucoup de maladies. Il y a parmi ces maladies-là les cancers, les estomacs, les hémorroïdes, donc les maladies liées aux problèmes de djinn, possession ou ensorcellement ou empoisonnement. Toutes ces maladies-là, la Habat Sauda traite ça. Alors, pour vos soucis de santé, faites recours aux produits Habat Sauda, surtout que même le prophète Mohammed peut salir d'Allah sur lui l'a fortement recommandé. Du sport avant la partie magazine de ce journal, le MENA national A' se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où elle livrera, Inch'Allah, ce dimanche son match retour contre les éléphants A' de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du dernier tour qualificatif du CHAN Cameroun 2020. À la manche aller, le 11 national s'est imposé sur le score de 2-0. Avec une avance de 2 buts prise lors de la manche aller à Niamey, le MENA national A' se trouve à Abidjan depuis jeudi dernier pour le match retour contre les éléphants A'. Un match décisif pour un ticket qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. L'entraîneur Haroun Abdullah, quelques heures avant le départ sur Abidjan. Le groupe, l'état d'esprit est bon. Nous ne déplorons pas de blessés graves. On a eu quelques malades parce qu'on a eu 2 cas de palu, mais je pense qu'on a pu récupérer les 2 joueurs. Présentement, personne ne souffre de quoi que ce soit au plan physique ou au plan mental. Je pense qu'on est dans des très bonnes prédispositions pour aller livrer cette deuxième bataille en Côte d'Ivoire. Nous allons jouer un autre match. Je pense qu'on a joué il y a de cela 1 mois, un match ici à Niamey. On aura un deuxième dans un autre contexte à Abidjan. Je pense que nous partons déjà dans une confrontation directe sur ce match, en oubliant ou en considérant un peu ce qu'on peut appeler acquis du match aller. C'est un match à livrer et nous allons le jouer à fond pour le gagner s'il le faut. Et a priori, ne pas le perdre en considérant que nous jouons chez l'adversaire. Je pense que c'est un peu l'esprit qui doit animer toute la délégation, pas seulement les joueurs, tous ceux qui auront l'opportunité de faire ce déplacement à Abidjan. C'est de dire que c'est un match qu'on va jouer le 20 contre la Côte d'Ivoire. Et dans ce match-là, il faudrait aller véritablement chercher le résultat. Le résultat, c'est le gagner sur le terrain s'il le faut, ou à les contraindre véritablement au partage des points. Je pense que en partant sur cet axe, on peut véritablement préserver ce qu'on peut considérer comme acquis à Niamey. Côté joueur, c'est également la confiance qui y règne.
Il faut faire un grand match face aux éléphants de la Côte d'Ivoire ce dimanche à Abidjan. C'est une affaire de nation. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous nous qualifions, c'est tout le Niger qui est qualifié. Donc nous sommes conscients de la tâche qui nous attend à Abidjan. Et nous irons là-bas pour ça et tout mettre en œuvre pour que cette qualification soit réelle, soit possible pour notre cher pays. Match retour du dernier tour qualificatif du CHAN 2020 Côte d'Ivoire-Niger. C'est ce dimanche 20 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Avec ses 2 buts, le MENA national A-Prime aura besoin d'un minimum pour arracher sa 3e qualification au CHAN après le Soudan en 2011 et le Rwanda en 2016. Bonne chance à notre équipe nationale, le MENA qui se trouve depuis hier donc du côté d'Abidjan. Et nous en venons à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à la cérémonie du Centre des métiers et d'électricité Boukari Kane de Niamey. Mesdames, Messieurs, très bonne réception, bon début de week-end à tous, bonsoir. Créé en 1965, le Centre de la formation professionnelle de la Nigélec a connu plusieurs mutations administratives. Au départ dénommé Centre de formation professionnelle, il devient en 1978 Centre des métiers de l'eau et de l'électricité. Il passe ensuite au Centre des métiers de l'électricité en 1888. En janvier 2004, le centre change de dénomination et devient l'École professionnelle d'électricité, EPELEC. Cette année, l'École professionnelle d'électricité vient d'être rebaptisée et prend désormais le nom du Centre des métiers d'électricité Boukari Kane, CME-BK. La cérémonie officielle s'est déroulée le mercredi 16 octobre 2019 à Niamey. Qui est ce personnage dont le centre a pris le nom? Monsieur Boukari Kane est l'emblème du secteur de l'électricité au Niger. Et la plupart des infrastructures qui continuent encore à contribuer à l'alimentation du Niger en électricité sont l'œuvre de M. Boukari Kane. Et il a beaucoup fait dans le domaine de la formation des hommes. Nous, les ingénieurs qui pilotons la société aujourd'hui, nous sommes pratiquement ses enfants, puisque nous sommes pour la majorité d'entre nous diplômés de l'École supérieure interafricaine d'électricité, dont il est un des pères fondateurs. C'est en reconnaissance de ses efforts, nous avons décidé de l'immortaliser et d'appeler le centre de formation de la Nigélec CME Boukari Kane. Le CME Boukari Kane représente pour les électriciens que nous sommes ce que le CI Tondibia représente pour les militaires. Ingénieur électricien depuis 1962, icône des électriciens du Sahel, Boukari Kane est le premier Nigérien à avoir occupé le poste du directeur général de la Société nigérienne d'électricité Nigélec. Il a consacré toute sa carrière au développement et au maintien des infrastructures d'électricité en Afrique de l'Ouest et au Niger. Officier de l'ordre du mérite allemand, tunisien, officier de l'ordre national ivoirien, chevalier de l'ordre du mérite du Niger et chevalier de l'ordre national du Niger, Boukari Kane a conduit plusieurs missions pour le compte de la Banque mondiale, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la Banque islamique de développement. J'ai accédé à la direction générale de la Nigélec, fonction que j'ai exercée de juin 1970 à mars 1985. Parmi les faits marquants de mon passage dans cette entreprise, le plus décisif, c'est l'implication au plan national et interafricain dans la formation des agents afin de prendre en main la gestion de tous les segments d'activité de production, transport et distribution d'électricité. J'encourage la société à développer des formations spécialisées en intégrant notamment les énergies renouvelables. Je voudrais rendre un vibrant hommage à M. Boukari Kane
pour les innombrables actions qu'il a menées durant sa carrière, ayant marqué de façon indélébile le sous-secteur de l'électricité. Parmi celles-ci, je voudrais citer 2 actions importantes. Il s'agit de la ligne d'interconnexion Birnin-Kebbi au Nigeria, Niamey au Niger. La seconde action que je voudrais saluer ici est son engagement résolu dans la réalisation de la construction de la centrale thermique à charbon de la Sonicha. Le Centre des métiers d'électricité Boukari Kane assure l'instruction de base des agents de la Nigélec. À la demande de ses partenaires, le centre propose également des formations spécialisées sur mesure. Parmi les formations métiers que nous avons, nous les dispensons dans le domaine de la production et du transport, de la distribution, dans le domaine de la gestion administrative et comptable, dans le domaine de la relation clientèle, puisque nous sommes en relation avec la clientèle, et de l'informatique. Donc, hormis cela aussi, vous avez des formations spécialisées et des formations continues. Nous les formons à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau cadre, maîtrise et puis exécution. Notre centre de formation est en soi un centre d'excellence dans le domaine des activités qui nous concernent, qui sont les métiers d'électricité. Nous sommes vraiment la référence dans ce domaine. La plupart des infrastructures qui vous accueillent actuellement ont été créées par M. Boukari Kane. La théorie et la pratique se font au sein du même centre. Les agents de la Nigélec, ayant acquis de solides expériences sur le terrain, sont reconvertis en formateurs. Ici, vous avez des modules théoriques et vous avez aussi des modules pratiques. On a des ateliers dans lesquels, par exemple, si on donne la formation informatique, ou bien si c'est des mécaniciens, on a des ateliers mécaniques dans lesquels ils vont travailler. Les électriciens de réseau aussi, on a un réseau électrique sur lequel on les apprend à travailler sur le réseau électrique. À la fin de la formation au centre, les élèves ils sont directement opérationnels. Très habiles et opérationnels, les élèves formés sont directement déployés sur le terrain au compte de la Société nigérienne d'électricité. Durant la formation, on a eu à suivre des cours théoriques, des cours pratiques et un stage pratique d'1 mois. Au niveau du centre, on nous a appris comment monter sur les poteaux, les mesures de sécurité à prendre avant de monter. En tout cas, nous sommes prêts à travailler n'importe où. On sait qu'il y a du réseau. Vraiment, nous sommes aptes à travailler partout où on va nous amener, Inch'Allah. Tout ce que les hommes peuvent faire, la femme aussi peut le faire. De 2004 à ce jour, 1111 agents, toutes catégories et tous corps de métier confondus, ont bénéficié de la formation professionnelle. 207 séminaires au profit de 2569 agents pour la formation continue. La prochaine décennie, le centre prévoit une moyenne annuelle de 200 agents pour faire face aux besoins de remplacement d'une part et d'autre part à ceux liés à l'accroissement des activités de la Nigélec sur toute l'étendue du territoire national. La Nigélec s'est engagée dans un ambitieux programme d'électrification du pays. Cette ambition vise à électrifier l'ensemble des agglomérations du Niger à l'horizon 2035.